J'ai 3 possibilités, pensai-je. Enlever Faustine, me glisser dans le bateau ou la laisser s'en aller. Si je l'enlève, on ira à sa recherche. On finira tôt ou tard par nous découvrir. Ne trouverais-je pas dans toute l'île un endroit pour la cacher ? Je me souviens que mon visage se contractait de douleur, tant était grand mon effort pour m'obliger à penser. J'eus aussi l'idée de la tirer hors de sa chambre aux premières heures de la nuit et de m'en aller avec elle à la rame, dans le canot avec lequel j'étais venu de Rabaul. Mais où aller ? Le miracle du premier voyage se répéterait-il ? Comment m'orienter ? Me lancer à l'aventure avec Faustine compenserait-il les souffrances infinies qu'il faudrait endurer dans ce canot au milieu de l'océan ? Ou bien, très brèves les souffrances. Il était possible que nous coulions à quelques mètres de la côte. Si je réussissais à me glisser dans le bateau, je serais découvert. Restait la possibilité de parler, de demander que l'on appelle Faustine ou Morel et de leur expliquer ma situation. Peut-être aurais-je le temps, si mon histoire était mal accueillie, de me tuer, ou de me faire tuer avant d'arriver au premier port possédant une prison. Il faut que je me décide, pensai-je. Un homme grand, vigoureux, le visage coloré, la barbe noire et mal soignée, l'allure efféminée, s'approcha de Morel et lui dit « Il se fait tard, nous avons encore à nous préparer. » Morel répondit. Un moment. Le capitaine se leva. Morel, se dressant à demi, continua de lui parler avec insistance. Il lui donna quelques tapes sur l'épaule, puis se tourna vers le gros tandis que l'autre le saluait, et lui demanda On y va ? Le gros regarda avec un sourire interrogateur le jeune homme aux cheveux bruns et aux sourcils touffus, et répéta. On y va ? Le jeune homme acquiesça. Tous 3 coururent vers le musée, sans s'occuper des dames. Le capitaine s'approcha d'elle en souriant poliment. Le groupe suivit très lentement les messieurs. Moi, je ne savais que faire. La scène, bien que ridicule, m'alarmait. À quoi donc allait-il se préparer ? Je n'étais pas ému. Je pensais que, si je les avais vus partir avec Faustine, j'aurais tout de même laissé se consommer l'horrible arrachement, sans sortir de mon inaction, de ma légère nervosité. Par bonheur, le moment n'était pas venu. La barbe et les maigres jambes de Morel apparurent au loin. Faustine, Dora, la femme que j'avais un soir entendu parler d'histoires de revenants, Alec et les 3 hommes qui s'étaient trouvés là il y a un instant, descendaient en costume de bain vers la piscine. Je courus d'un buisson à l'autre pour mieux voir. Les femmes trottinaient, souriantes, les hommes faisaient des sauts, comme pour lutter contre un froid inconcevable sous ce régime de 2 soleils. Je prévoyais la désillusion qu'ils auraient en se penchant au-dessus de la piscine. Depuis que je ne la change pas, l'eau est impénétrable. Du moins pour un être normal. Verte, opaque, couverte d'écume avec de grands arbustes qui ont poussé monstrueusement et pleine d'oiseaux morts et sans doute de vipères et de crapauds vivants. À demi nue, Faustine est infiniment belle. Elle affichait cet air ravi, un peu stupide, des gens qui se baignent en public. Elle fut la première à plonger. Je les entends rire et agiter l'eau. Dora et la vieille femme sortirent les premières. La vieille, avec de grands mouvements de bras, se mit à compter. 1, 2, 3. Les autres, sûrement, faisaient une course. Les hommes sortirent exténués. Faustine resta encore un moment dans l'eau. Entre-temps, les marins avaient débarqué. Ils se mirent à parcourir l'île. Je me dissimulais derrière des bouquets de palmiers. Je vais rapporter très fidèlement les faits dont j'ai été témoin entre hier soir et ce matin. Des faits si invraisemblables que la réalité n'a pas dû les produire sans mal. Il apparaît maintenant que la véritable situation ne soit pas celle qui a été décrite dans les pages précédentes, que la situation que je vis ne soit pas celle que je crois vivre. Quand les baigneurs furent partis s'habiller, je décidai de veiller jour et nuit.
Cependant, je considérai bien vite que cette mesure ne se justifiait pas. Je m'en allais lorsque le jeune homme aux sourcils touffus et aux cheveux noirs se montra. Une minute plus tard, je surpris Morel qui faisait le guet, caché dans l'embrasure d'une fenêtre. Morel descendit les marches du perron et je n'étais pas loin. Je pus entendre « Je n'ai pas voulu parler parce qu'il y avait du monde, mais j'ai à vous parler de quelque chose. À vous et à quelques autres. Allez-y. » « Pas ici. » dit Morel, scrutant les arbres avec méfiance. « Cette nuit, lorsque tout le monde s'en ira, restez. Mort de sommeil? Tant mieux. Le plus tard possible sera le mieux, mais surtout soyez discrets. Je ne veux pas que les femmes soient au courant. L'hystérie me rend hystérique. Bonsoir. » Il s'éloigna en courant. Avant d'entrer dans la maison, il regarda derrière lui. Le jeune homme commençait à monter les marches. Morel, de quelques gestes, l'arrêta, et l'autre s'en alla faire un tour, les mains aux poches, en sifflotant maladroitement. J'essayais de réfléchir à ce que j'avais vu, mais le cœur n'y était pas. Je me sentais inquiet. Il s'écoula environ un quart d'heure. Un autre barbu, un gros homme chenu dont je n'ai pas encore parlé dans ce rapport, apparut au bout du perron et promena au loin un regard circulaire. Il descendit, puis demeura en face du musée, immobile, apparemment troublé. Morel revint, ils s'entretinrent une minute. Je pus entendre « Et si je vous disais que tous vos actes et vos paroles étaient enregistrés ?» Cela importerait peu. Je me demandais s'ils avaient découvert mon journal. Je résolus de me tenir en état d'alerte. Repousser les tentations de la fatigue et de la distraction, ne pas me laisser surprendre. Le gros resta de nouveau seul, indécis. Morel apparut avec Alec, jeune, oriental et olivâtre, et ils s'en allèrent tous les trois. Alors, sortirent des messieurs et des serviteurs, ceux-ci portant des chaises de paille qu'ils placèrent à l'ombre d'un arbre à pin grand et malade. J'en ai vu quelques exemplaires moins développés dans une vieille villa à Los Teques. Les dames occupèrent les chaises. Autour d'elles, les hommes s'étendirent sur le gazon. Je me remémorais d'autres soirs dans la patrie. Faustine passa, se rendant au rocher. Qu'il est gênant d'aimer ainsi cette femme, et ridicule, nous ne nous sommes pas parlé une seule fois. Elle portait une robe de tennis, la tête ceinte d'un foulard presque violet. J'imagine ce que représentera pour moi le souvenir de ces foulards, lorsque Faustine sera partie. J'avais envie de m'offrir à lui porter son sac ou sa couverture. Je la suivais de loin. Je la vis poser le sac sur un rocher et tendre sa couverture, demeurer immobile, à contempler la mer, ou le soir, leur imposant son calme. La suprême occasion de tenter ma chance avec Faustine m'échappait. J'aurais pu me mettre à genoux, lui avouer ma passion, mon existence. Je ne le fis pas. Cela ne me sembla pas habile. Il est certain que les femmes accueillent tout naturellement n'importe quel hommage, mais il valait mieux laisser la situation s'éclaircir d'elle-même. Un inconnu qui se met à vous raconter sa vie, à vous dire spontanément qu'il a été emprisonné, condamné à perpétuité et que vous êtes sa raison d'être, vous paraît plutôt suspect. On craint que tout cela ne soit qu'un chantage pour vous vendre un porte-mine avec une inscription Bolivar 1883-1830 ou une bouteille contenant un voilier. Une autre méthode serait de lui parler en regardant la mer, comme un fou très contemplatif et candide. Faire quelques commentaires sur les deux soleils, sur notre goût pour les crépuscules. Attendre un peu ses questions, lui expliquer en tout cas que je suis écrivain, que j'ai toujours désiré vivre dans une île solitaire. Lui confesser ma colère à l'arrivée de ses compagnons. Lui raconter comment je me trouve confiné dans la partie inondée de l'île, ce qui permettrait d'agréables explications sur les basses-terres et leurs calamités. J'en arriverai ainsi à la déclaration. À savoir que maintenant, je crains que ses compagnons ne s'en aillent, que ne vienne un crépuscule sans la joie accoutumée de la voir. Elle se leva. Je m'énervais à l'extrême, comme si Faustine avait entendu ce que j'étais en train de penser, comme si je l'avais offensée. Elle s'en alla prendre un livre qu'elle avait laissé dépassant le sac
sur un autre rocher, à environ 5 mètres de là. Elle revint s'asseoir. Elle ouvrit le livre, posa la main sur une page, demeura ainsi, comme assoupie, à regarder le soir. Lorsque le plus faible des soleils se coucha, Faustine se leva de nouveau. Je la suivis, je courus, je me jetai à genoux et lui criai presque « Faustine, je vous aime !» Je fis cela parce que je pensais que le mieux était peut-être de tirer parti de l'inspiration du moment, dont la sincérité passerait dans ma voix. Je n'en connaîtrais jamais le résultat. Des pas, une ombre épaisse me mirent en fuite. Je me cachai derrière un palmier. Si bruyante était ma respiration que j'avais peine à entendre ce qui se disait. Morel expliquait qu'il avait besoin de lui parler. Faustine répondit. « Bien, allons au musée. » Cela, je l'entendis très distinctement. Il y eut un bref échange de répliques. Morel s'insurgeait. « Je veux profiter de cette occasion pour vous parler, hors du musée et des regards de nos amis. » Je l'entendis également dire. « Et te mettre en garde. Tu es un autre genre de femme, contrôle tes nerfs. » Je puis affirmer que Faustine refusa obstinément de rester. Morel insista. « Cette nuit, lorsque tout le monde s'en ira, fais-moi la grâce de rester. » Ils continuèrent à se promener entre les palmiers et le musée. Morel parlait beaucoup en gesticulant. Dans l'un de ses mouvements, il saisit le bras de Faustine. Puis ils marchèrent en silence. Lorsque je les vis rentrer dans le musée, je me dis que je ferais bien de me préparer quelque chose à manger, pour être en forme toute la nuit et pouvoir veiller. T42 et Valencia se prolongèrent jusqu'au-delà de l'aube. Moi, malgré mes résolutions, j'avais peu mangé. Le spectacle de ces gens occupés à danser, la vue et le goût de ces feuilles visqueuses, de ces racines au goût de terre, de ces bulbes coriaces garnis de véritables écheveaux de fil, ne contribuèrent pas peu à me déterminer à entrer dans le musée pour y chercher du pain et une nourriture plus substantielle. J'y pénétrai à minuit, par la cave à charbon. Il y avait des domestiques dans l'office et dans la réserve. Je décidai de me cacher en attendant que tout le monde s'en allât se coucher. Peut-être pourrais-je entendre ce que Morel voulait dire, en particulier à Faustine, au jeune homme aux sourcils, au gros et à l'olivâtre Alec. Je volerai ensuite quelques aliments et chercherai le moyen de sortir. En réalité, la déclaration de Morel m'importait peu. J'étais affolé par la présence de ce bateau près du rivage, par l'imminent, irrémédiable départ de Faustine. En traversant le hall, je vis un fantôme de ce traité de Bélidor que j'avais emporté 15 jours auparavant. Il était sur la même console de marbre vert. Je tâtai ma poche, je sortis le livre, je les comparai. Ce n'étaient pas 2 exemplaires du même livre, mais 2 fois le même exemplaire, avec la même tache d'encre bleue entourant d'un nuage le mot perse, la même déchirure oblique sur le coin inférieur de la page de garde. Dans un pli, je parle d'une identité extérieure, il ne me fut pas possible de toucher au livre qui se trouvait sur la table. Je dus me cacher précipitamment pour n'être pas découvert, tout d'abord par quelques femmes, puis par Morel. Je traversai le salon à l'aquarium et me glissai dans la chambre verte, dans le paravent. Il formait comme une petite maison. Par une fente, je pouvais voir le salon à l'aquarium. Morel donnait des ordres. « Vous me mettrez ici une table et une chaise. » Ils disposèrent les autres chaises en rang, devant la table, comme dans une salle de conférence. Il était très tard lorsqu'ils firent presque tous leur entrée. Il y eut quelques brouhahas, quelques mouvements de curiosité, quelques sourires forcés, mais ce qui prédominait, c'était le laisser-aller paisible de la fatigue. « Personne ne peut manquer, dit Morel. Je ne commencerai pas avant que tout le monde soit là. Il manque Jane. Il manque Jane Grey. Cela ne m'étonne pas. Il faut aller la chercher. Qui la tirera maintenant du lit? Elle ne peut pas manquer. Elle dort. Je ne commencerai pas si je ne la vois pas ici. Je vais la chercher. Je t'accompagne, dit le jeune homme aux gros sourcils. J'ai voulu transcrire cette conversation fidèlement. Si elle ne paraît pas naturelle à présent,
la faute en est à mon manque d'art ou à ma mémoire. Elle fut naturelle. En voyant ces gens, en écoutant cette conversation, personne ne pouvait s'attendre à un événement magique, ni à la négation de la réalité qui vint ensuite, bien que tout se déroulât sur un aquarium illuminé, sur des poissons aux étranges nageoires et des lichens, au milieu d'une forêt de colonnes noires. Morel parla avec quelques personnes que je ne pus distinguer. Fouillez toute la maison, s'il le faut. Je l'ai vu entrer dans cette pièce il y a déjà quelque temps. De qui parlait-il ? Je crus alors que l'intérêt que je portais à la conduite des intrus allait être satisfait pour toujours. Nous avons parcouru toute la maison. Peu importe, amenez-le. Je me voyais déjà acculé. Je voulais sortir, je me retins. Je m'étais rappelé que les chambres à miroirs étaient des enfers aux tortures raffinées. Je commençais à avoir chaud. Dora et le jeune homme revinrent, avec une vieille femme alcoolique. J'avais vu cette femme à la piscine. Des serviteurs, selon toute apparence, qui s'offraient à l'aider. Ils s'approchèrent de Morel. L'un d'eux dit « Impossible de ne rien faire. » Je reconnus la voix rudimentaire de tout à l'heure. Dora cria à Morel « Haynes est en train de dormir dans la chambre de Faustine. Personne ne sera capable de le tirer de là. » Avait-il donc voulu parler de Haynes ? Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir quelque relation entre les paroles de Dora et la conversation de Morel avec les hommes. Il parlait de chercher quelqu'un, et moi j'étais effrayé, prêt à découvrir partout des allusions ou des menaces. Je me dis maintenant que je n'ai peut-être jamais attiré l'attention de ces gens. Bien mieux, je sais maintenant qu'ils ne sauraient me chercher. En suis-je bien sûr ? Un homme de bon sens peut-il croire ce que j'ai entendu la nuit dernière, ce que j'imagine savoir ? Me conseillerait-il de me délivrer du cauchemar qui me fait voir en tout une machination organisée pour me capturer ? Si c'était une machination destinée à me capturer, pourquoi l'avoir imaginée si compliquée ? Pourquoi ne pas me mettre tout simplement la main au collet ? Ne serait-ce pas folie que d'avoir monté cette laborieuse représentation ? Nos habitudes impliquent un certain ordre dans la succession des choses, une vague cohérence de l'univers. Or voici que la réalité se propose à moi à changer, irréelle. Quand un homme se réveille ou meurt, il met un certain temps à se défaire des terreurs du rêve, des préoccupations et des manies de la vie. Il faut que je perde maintenant l'habitude d'avoir peur de ces gens. Morel tenait à la main des feuilles de papier pelure jaune, écrites à la machine. Il les avait tirées d'une coupe en bois placée sur la table. Dans la coupe, il y avait un grand nombre de lettres, attachées par des épingles à des coupures d'annonces parues dans les revues Yachting et Motorboating. Elle demandait les prix des bateaux d'occasion, avec les conditions de vente, les indications pour aller les visiter. J'en avais lu un certain nombre, Haynes n'a qu'à continuer à dormir. dit Morel. Il est trop lourd, et si on va le chercher, nous ne commencerons jamais.